BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview, les grandes interviews. J'ai deux invités ce soir, Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes, le président des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Vous savez, c'est dans une semaine, évidemment, avec BFM Business qui sera présent en masse. Beaucoup d'invités, beaucoup de thèmes. Le thème général, c'est recréer l'espoir. Et puis, déjà en studio avec nous, Louis Marguerite, il est député Renaissance de Saône-et-Loire. Bonsoir Louis Marguerite. Bonsoir. Merci d'être là, surtout vous êtes rapporteur du texte sur le partage de la valeur. Et il se trouve qu'il a été adopté tout à l'heure. Donc merci d'être avec nous. J'imagine que vous êtes soulagé. Adopté à combien de voix ? À 112 voix. Et donc dans toutes les majorités, au-delà de la majorité des groupes politiques, allant du Parti socialiste aux Républicains et en passant bien évidemment par la majorité rassemblée. Donc on est très satisfait. Je crois que ça envoie un très bon signal aux partenaires sociaux qui ont négocié cet accord. Mais oui, mais c'est un long chemin au cheminement parce qu'il faut qu'ils arrivent au Sénat et ça sera qu'à la rentrée parlementaire. Pour des raisons de calendrier, puisque comme vous savez, il y a des élections sénatoriales, donc ils reprennent leurs travaux début octobre, mais on vise une adoption définitive en commission mixte paritaire, probablement fin octobre. Fin octobre, quand même. On reviendra sur ce test de partage de la valeur. D'abord, vous êtes passé par Bercy, vous avez été au cabinet de Bruno Le Maire. Vous avez vu, là, c'est un peu le match, la Cour des comptes contre Bercy sur les finances publiques, qui disent, attendez, il faut un effort substantiel. Et tel que c'est parti, il y aura certainement pas, le rendez-vous ne sera certainement pas là sur les économies à faire. Il faudrait 12 milliards d'économies par an. Pendant 5 ans d'affilée, c'est du jamais vu, donc c'est mission impossible. Non, d'abord, il n'y a pas de match. La Cour des comptes, c'est évidemment... il se tacle mutuellement. C'est l'ancien ministre des Finances qui tacle l'actuel ministre des Finances. Il est dans son rôle, oui, mais le ministre des Finances que j'ai l'honneur de servir, il a déjà montré en 2017, 2018, 2019 qu'on était capable de faire ces réductions de dépenses. Mais là, depuis quelques temps... C'est vrai, il y a eu le Covid, ça a été plus compliqué, il y a eu des dépenses. Il y a eu les assises des finances publiques, maintenant, il y a quelques semaines, à Bercy, où on a commencé, le ministre et beaucoup d'autres acteurs ont commencé à tracer les contours. Ça va être un débat difficile. C'est bien de tracer les contours. Ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression qu'on fait que de la politique, justement, pour montrer, on va y arriver. Voilà. Et en fait, on n'a aucune économie concrète. Depuis combien de temps, depuis combien d'années, il n'y a pas d'économie concrète ? Alors, d'abord, à nouveau, en 2007 et 2018, on était repassé on est sorti du dispositif pour de déficit excessif auprès des instances bruxelloises. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'était la croissance et la baisse des taux. On a fait, d'abord, bien sûr, il y a eu croissance et baisse des taux. Vous avez raison. Mais par ailleurs, le ministre a annoncé d'abord un gel des crédits, puis une annulation, 5%, donc c'est pas rien, sur l'ensemble des crédits de l'État. Et puis par ailleurs, un certain nombre de pistes qui vont permettre de trouver ces 10 milliards d'euros d'économies. C'est un débat qui doit être le plus serein possible, parce qu'il est souvent caricaturé. Dès qu'on va commencer à toucher une dépense, on nous taxe d'austérité, de budget de rigueur, et je crois qu'il faut mettre des mots justes par rapport à effectivement des efforts qu'on doit demander à certaines dépenses, parce qu'elles sont peut-être moins efficaces que d'autres. Donc c'est ça qu'on doit faire. C'est un travail qui est difficile et il est sain que nous l'ayons dès maintenant, avant l'examen budgétaire. Alors vous l'avez déjà un tout petit peu touché des doigts, Louis Marguerite, parce que évidemment à l'occasion de cette discussion autour du partage de la valeur, il est revenu sur le tapis la taxation des super profits. Vous l'avez exclu pour l'instant, mais est-ce que justement vous ne redoutez pas que ça revienne sur le devant de la scène avec la situation des finances publiques ? Alors déjà, on redoute jamais d'avoir ce débat-là. Bon, on l'a eu quand même un peu en séance, même si on l'a exclu pour des raisons simples, c'est que nous nous étions engagés, et le gouvernement et la majorité, à transcrire fidèlement et exhaustivement cet accord national interprofessionnel. Ça n'empêche pas d'avoir un débat là-dessus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette taxe, il faudrait savoir, est-ce que ce serait, pour ceux qui l'apportent, et moi je ne fais pas partie de cela, est-ce que c'est une taxe symbolique pour corriger des éventuelles inégalités, ça c'est un premier objectif, ou est-ce que c'est une taxe pour faire du rendement ? J'avais plutôt le sentiment qu'on était plutôt sur le premier objectif, et d'ailleurs les idées de taxes qui ont été portées dans le projet de loi de finances de l'année dernière étaient plutôt sur des taxes pour corriger des éventuelles inégalités. Je tiens à préciser quand même que nous n'avons pas rien fait en la matière. D'abord, il y a eu cette contribution sur les énergéticiens à l'échelle européenne, c'est plus de 20 milliards d'euros qui vont faire l'objet de cette contribution, premier
premier point. Et second point, nous avons dans le texte de partage de la valeur une nouvelle notion qui est la notion de bénéfice exceptionnel à partir de 50 salariés, donc des entreprises de 50 salariés, où il y aura une discussion autour de cette question. Oui, mais qui va discuter justement de cette... Qu'est-ce qui est jugé exceptionnel? Eh bien, ce sera d'abord, on a fixé dans un amendement que j'ai déposé, que nous avons voté il y a quelques heures maintenant, des critères qui est liés à la taille, au secteur et aussi à la dynamique de résultats liés à chaque entreprise. Et ce sera des discussions qui auront lieu dans chaque entreprise où il y aura un délégué syndical. Ça concerne 8000 entreprises en France, donc ce n'est pas que l'apanage des grandes, voire des très grandes. Et quand il n'y a pas de délégué syndical? Eh bien, il y aura quand même une discussion, mais elle est moins, effectivement... Mais qui va trancher? C'est le chef d'entreprise, in fine, s'il y a un désaccord? À ce stade, il n'y a pas de mesure dite supplétive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contre-mesure s'ils ne se mettent pas d'accord. Et je pense que d'une certaine façon, il faut laisser sa chance au produit, en tout cas sa chance à ce point, qui a fait l'objet de beaucoup de discussions entre organisations professionnelles et organisations syndicales. C'était un point très compliqué. La question, c'était de savoir, est-ce qu'on se concentre sur les grandes ou les très grandes, auquel cas peut-être qu'on aurait pu imaginer une formule un peu plus rigide, entre guillemets, ou est-ce qu'au contraire, on élargit le spectre? C'est le choix qui a été fait, et je crois qu'il faut le respecter et voir effectivement, au fur et à mesure des mois, comment ça avance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je suis sûr que vous vous en souvenez, mais ce discours, c'était fin mars, du président Emmanuel Macron, qui dénonçait le cynisme des entreprises qui faisaient des super profits et qui disait, dans ces conditions, il faudrait qu'ils aient une contribution exceptionnelle. On n'en entend plus du tout parler. D'abord, où est-ce que c'est passé dans la... C'est passé d'une part dans la contribution, encore une fois, qui va toucher les énergéticiens. Oui, mais c'est uniquement sur les énergéticiens. C'est sur les énergéticiens. Les rachats d'actions, je peux vous dire, BNP, Saint-Gobain, la liste est très très longue. Hein. Ensuite, il y a ce qu'on a voté il y a quelques heures maintenant dans le texte, et puis il y a cette question des rachats d'actions qui n'est pas dans le texte. Oui, et sans doute qui reviendra peut-être dans le débat. La question des rachats d'actions, d'abord, il y a des rachats d'actions pour des bonnes raisons. Par exemple, on peut racheter ces actions pour être défensif, mais là, pour le distribuer pour des salariés. Dans ces cas-là, nous, on cherche plutôt à l'encourager. Et effectivement, il peut y avoir des rachats d'actions qui sont peut-être moins vertueux, mais c'est plus compliqué à calibrer. C'est pas moins vertueux, c'est une logique plus capitaliste. C'est une logique pour une logique de partage de la valeur. Prendre le risque aux actionnaires, qui par ailleurs ont pris du risque, mais effectivement, ça permettrait de... Voilà. Donc on aura sans doute ce débat, j'imagine. En tout cas, il n'a pas été tranché dans l'accord interprofessionnel, mais j'imagine qu'il reviendra à la rentrée. Le texte, c'était même Elisabeth Borne, je crois, qui avait promis aux partenaires sociaux qu'il collerait au maximum. Même vous, je crois que vous l'avez dit dans vos propos liminaires, il fallait qu'il soit le plus fidèle. Est-ce que vous considérez que vous avez respecté votre promesse par rapport au texte de l'ANI qui avait été signé entre les partenaires sociaux? Alors, je suis peut-être pas le meilleur juge parce que je suis peut-être pas objectif sur un texte que j'ai évidemment défendu et je suis fier effectivement que l'Assemblée l'a largement adopté. Mais il me semble, oui, d'une part parce on est reparti de la transcription qui a été proposée par le gouvernement et que les ajustements que nous avons faits, ils ont été faits en pleine concertation et en pleine discussion avec les organisations professionnelles et les organisations syndicales. Et je pense en particulier aux critères de définition de ces super profits, en tout cas de ces bénéfices exceptionnels. Ils ont été faits avec les organisations professionnelles et syndicales. Et je crois que ça, c'est la bonne méthode de travail. Et je pense que ça donnera de bonnes idées, en tout cas, c'est de bon augure sur tous les autres sujets que nous aurons à travailler à partir de la rentrée, sur la pénibilité et sur les emplois des seniors. Justement, à propos de rentrée, toute dernière question, Marguerite, il n'y aura pas de loi de finances rectificative, hein, ça, on l'a appris, il y aura une loi de programmation des finances publiques, et puis il y aura la préparation du budget 2024. 5% d'économie est demandé grosso modo à chaque ministère. Vous avez déjà un peu les grands équilibres ou pas du tout? Alors, les arbitrages sont en cours parce que je crois que Gabriel Attal et Bruno Le Maire sont en train de faire les arbitrages interministériels. D'abord, un premier souhait, c'est qu'on vote une loi de programmation des finances publiques. On n'a pas réussi à le voter et c'est bien dommage parce que certains disent qu'il faut faire des économies structurelles qui ne sont pas de l'ordre de 10 mais plutôt de 20 milliards. Et moi, je ne crois pas qu'on arrivera à 20 milliards à l'inverse parce que déjà, il faut qu'on... Merci de votre honnêteté et de votre transparence, vous avez raison. Il faut le dire, mais faisons 10 ou 12, ce sera bien et on tiendra bien la ligne. Mais vous avez raison, il faut le détailler. Et évidemment, c'est toujours un exercice difficile parce qu'il y a assez peu de candidats pour proposer des économies. Et c'est normal, c'est un peu comme une direction financière dans une grande entreprise. Alors évidemment, à l'échelle d'un pays, il faut qu'il y ait cet effort-là. Et c'est pour ça que ces arbitrages et ces discussions, ils doivent avoir lieu le plus tôt possible pour qu'on puisse avoir ces discussions avec les fédérations, avec les ministères techniques concernés, avec les ministères sectoriels, pour qu'à la fin, on trouve le meilleur point d'équilibre dans cette discussion. Toute petite question. Là, il y aura le 6 juillet l'élection du président du MEDEF, ou de la présidente du MEDEF. Il y a eu le remplacement de Laurent Berger. On voit bien que à tête de tous les syndicats patronaux ou de salariés, ça a changé. Est-ce que pour vous,
vous, c'est un peu une nouvelle ère qui va s'ouvrir, en tous les cas, sur le plan social? Vous qui avez été le reporter de ce texte. D'abord, nous, pour ce qui est des discussions que nous avons eues avec toutes les équipes des différentes institutions que vous avez citées, en fait, il y a eu une continuité. C'est pas parce que le MEDEF est en campagne ou que la CFDT a changé de chef, eh bien, on a eu cette continuité. Il n'y a pas eu de rupture, en tout cas, ni dans la ligne, ni dans la méthode. Donc c'est plutôt ça. Je précise par ailleurs qu'il y a eu la réforme des retraites, mais que nous avons continué à travailler avec les syndicats, en plein cœur de la réforme des retraites. Donc ça prouve que le dialogue social a de beaux jours devant lui, et même dans un moment qui a été plus difficile. Et puis, moi, je souhaite en tout cas que la méthode que nous avons adoptée, elle puisse perdurer sur d'autres sujets. Ça prend le temps que ça prend, mais je pense que ça vaut le coup en tout cas, que la démocratie parlementaire puisse valoriser, comme nous l'avons fait ce matin, la démocratie sociale. Merci beaucoup. Démocratie parlementaire, démocratie sociale. Voilà, vaste programme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Louis Marguerite. Donc, le rapporteur de ce projet de loi, enfin, oui, il est encore projet de loi, sur le partage de la valeur qui a donc été adopté tout à l'heure. Merci beaucoup.